Sérieusement, là, si dans les prochaines semaines, il se passe rien, là, ça va être la crise de la restauration. Bonjour tout le monde, merci d'être là à ce party de cuisine où on va parler en fait de l'avenir de la restauration au Québec. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Perle Morancy, copropriétaire du restaurant Côté Est à Kamouraska. Alors allô Perle, qui est sur son balcon avec vue sur le fleuve. Bonjour tout le monde. Allô, on a Martin Dugault, chef propriétaire, copropriétaire du Pastaga, du Cul-Sec, du Petit Coin, de Monsieur Crémeux et de Tricot Principal à Montréal. On a Gaël... Je pourrais dire pour l'instant. Pour l'instant, à suivre. On a Gaëlle Sarr, copropriétaire de Grumman 78 à Montréal et vice-présidente de l'Association des restaurateurs de rue du Québec. Allô, Gaëlle. Allô. On a Julien Massiat, chef et copropriétaire du Harvey à Québec, élu nouveau meilleur resto du magazine En route en 2019. Donc, merci d'être là. Une première expérience, on est beaucoup à se parler en même temps. On a tous eu des super belles expériences avec Zoom, donc on va essayer de chacun pouvoir parler chacun notre tour. On a demandé à tout le monde d'avoir un petit bâton de parole pour prendre la parole. Donc, si tout le monde veut me montrer son petit bâton de parole, moi j'ai une louche. Ah, on a une autre louche, un crayon, un gros couteau et un verre de vin. Ah, j'adore. Donc, pour commencer, je voulais savoir comment va le moral des troupes chez les restaurateurs. En fait, nous, on n'a pas arrêté nos activités dès le début. On était en activité. Puis nous, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on fait aussi du traiteur pour les grandes entreprises du Bas-Saint-Laurent. Donc, on a vraiment deux types de restauration très, très différents. Une table terroir qui est plus axée, je dirais, sur la clientèle touristique parce que l'été, ici à Kamouraska, on a beaucoup de mouvements. Puis sinon, l'hiver, on est peut-être plus avec les gens d'affaires de la région. Donc, on n'a pas cessé nos activités. Au contraire, à Kamouraska, nos activités ont augmenté. On fait plus de ventes que jamais on en a fait. Évidemment, dans les milieux d'affaires, c'est le point mort, c'est zéro. Donc, c'est beaucoup d'adaptation. Ça va bien, mais on a passé par toutes sortes d'émotions. Le stress, la déception, le deuil, l'excitation de pouvoir créer autre chose, la liberté aussi, le sentiment d'avoir la liberté de peut-être changer des choses qu'on n'aurait jamais pu changer. Donc, c'est vraiment des montagnes russes. Martin, comment ça va toi? Nous autres, ça va super bien. Tu sais, on dirait que avec l'importation de vin, je suis en contact avec plein de vignerons d'Europe. Fait qu'on dirait qu'on l'a vu venir, cette pandémie-là, puis l'idée du confinement. Nous autres, avec Louis-Philippe Breton, mon partenaire, c'était hors de question qu'on s'assoie puis qu'on mette la clé dans la porte. C'était sûr qu'il fallait qu'on fasse quelque chose puis rester ouvert. Parce qu'on a des relations à entretenir avec autant des employés que le propriétaire de l'immeuble. Puis pour nous, c'était bien important de les entretenir. Maintenant, on a dû mettre 80% de notre staff sur l'assurance emploi, mais jusqu'aux dernières nouvelles, ils sont super heureux de ça, tu sais. Tout se passe bien de ce bord-là pour l'instant. Puis on ne sait pas c'est quand qu'on va pouvoir les revoir avec nous. Mais avec le take-out, je dirais que c'est comme une avenue qui est assez chouette. Tu sais, on a vécu beaucoup de stress au début. J'ai fait de l'angoisse, man. Tu sais, j'ai jamais fait d'angoisse de ma vie. Puis là, je me réveillais en pleine nuit, j'avais de la misère à respirer, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Fait que d'arriver puis d'être capable de garder le commerce ouvert, puis se garder la tête hors de l'eau, je pense que ça a été super bénéfique pour nous, puis pour notre relation en tant que partenaire. On a vraiment repris le contrôle de notre business. Et Gaëlle, toi, comment ça va? C'est clair que ça a été, c'est encore hyper stressant. Être obligé de repenser une entreprise au complet comme ça, là, c'est spécial. Nous, on a aussi mis 80% du personnel à pied. On a été obligé, on s'est mis dans le take-out tout de suite. Là, on est rendu, on a un grand espace, hein, Grumman. On est devenu comme une espèce de magasin général. Puis, Perle, quand tu parlais de créativité, moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir une salle à manger fermée, ça a ouvert une petite fenêtre qui était fermée depuis très longtemps, qui, là, s'est ouverte. Et là, tout d'un coup, on est en train de faire toutes sortes d'affaires, puis on fait plein d'essais, puis on se dit, si ça marche pas là, on va le changer la semaine prochaine. Puis ça donne une espèce de latitude comme on n'a jamais eu dans un
cadre formel de salle à manger avec des règles qu'il faut suivre au niveau du service. Puis ça, c'est vraiment le fun. Fait que il y a ce côté hyper exciting là, tu sais, de dire ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine. Là, tantôt un dude qui vend des magrets, on est comme hey, tu pourrais venir en vendre ici, on va pouvoir vendre des magrets puis les transformer. Tu sais, fait que ça c'est le fun. Par contre, on a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir. Puis je trouve il y a beaucoup de pression en ce moment pour la réouverture des restos. Puis ça, je pense que ça va être très problématique. Donc, on va en parler d'ailleurs. Je dors pas encore si bien que ça la nuit. Et toi, Julien, toi, ça a pris un petit peu plus de temps avant que tu te mettes à faire des plats pour emporter. Toi, comment ça va? Pourquoi tu as attendu peut-être quelques semaines avant de te lancer dans l'aventure? Ben, je te dirais que aussi la différence, peut-être nous, on est une entreprise un peu plus jeune. Alors, tous les sentiments par lesquels vous êtes passé aussi, je dirais. Je suis quand même quelqu'un de très positif là, dans la vie, puis on a attendu avant de faire du emporter. Mais depuis 1 ou 2 semaines, malgré que la réponse est bonne avec qu'est-ce qu'on fait, je suis impatient. Vraiment, là, je pense que je suis impatient de pouvoir revoir du monde dans le restaurant. Et j'ai un peu un sentiment de frustration là, de la dernière semaine parce qu'on a peu de nouvelles, on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Je sais qu'il faut se réinventer. Là. Il y a beaucoup de monde qui parle de se réinventer. Mais nous, on a quand même posé beaucoup de choses sur la table. Et puis, tu sais, à la base, le Harvey, c'est comme quelque chose qui s'est réinventé pour nous, tu sais, de mettre le service, la cuisine vraiment en avant, pas de frontières. Donc, c'est sûr qu'on a un modèle d'affaires où se réinventer, c'est un peu difficile. On volait vraiment bien là, depuis la nomination, ça allait super bien. Tu sais. On a eu un gros problème de devoir, entre autres, rembourser 3 mois de clients qui avaient déjà fait du prépaiement. Je te laisse imaginer le montant qu'on a dû rembourser. Il y a une chance qu'on n'a pas flambé et puis acheté une Ferrari, là, parce que ça aurait été difficile à vivre. Mais je suis confiant pour la suite. Je suis confiant que ça va bien aller, comme ils disent, là. Même si je suis pas sûr que c'est le slogan que j'emploierai tout le temps. Mais c'est beaucoup de sentiments partagés en ce moment. Et justement, vous êtes tous mis à faire des plats pour emporter, mais est-ce que vous aimez ça, faire ça? Est-ce que c'est le fun comme restaurateur de faire des plats pour emporter? Est-ce que c'est payant? Oui, Julien. Non, sérieusement, mon quotidien, c'est mettre des choses en boîte. Là, j'aime pas ça. Là. Mais puis, tu sais, j'ai pas choisi de faire ça depuis le temps que je fais de la restauration. Je dirais que c'est bien d'avoir de nouveau la main dans la pâte et dans le restaurant, mais sérieusement, comme chef puis de ce qu'est le restaurant, l'entité, ça me passionne pas là. Moi, je vais virer fou, ça continue là, mettre en boîte, mais surtout, je sais pas si ça vous est arrivé, mais nous on l'a fait tard. Mais la première semaine, la première journée du take-out, les clients arrivaient à 3h30, mais à 3h30, là, c'était pas prêt. On était comme dans un rush de service où les clients arrivent à la porte, puis là, c'est branle-bas de combat dans la cuisine. Fait que c'est pas le fun, tu sais, parce que c'est entre autres quelque chose qu'on connaît pas, surtout pour mettre en boîte, là. Après, j'ai aucun préjugés sur le fait de faire du emporter, mais on l'a pas choisi. Et là, de se retrouver dans une situation aussi stressante, c'était assez capoté. Ben en fait, moi c'est vraiment l'emballage. Pour moi, c'est un crève-cœur là. Tu sais, on a fait tellement d'efforts au Québec pour l'écologie, puis on fait tellement d'efforts auprès de nos producteurs locaux pour avoir une approche agroécologique. Puis là, ben on met dans le plastique, puis on met dans l'aluminium. Bon, l'aluminium c'est bien, c'est recyclable à l'infini, mais quand même, tu sais, pour moi, c'est contre mes valeurs, mais j'ai pas le choix. En fait, c'est ça me faisait rire, Julien, ce que tu disais, parce que la courbe d'apprentissage, là, elle est hallucinante, elle est comme ça. Puis nous aussi, on est encore dans le jus. Quand on ouvre le jeudi à midi, ben il y a encore des trucs qui sont pas prêts. Puis là, on se retrouve tout le temps à courir encore, puis à se rendre compte que finalement, bon ben l'emballage, effectivement, c'est chiant, mais ce qui est le plus chiant, c'est quand on reçoit la facture après, parce que ça coûte tellement cher. Puis on veut bien faire du compostable, puis du recyclable, puis tout ça, là, mais c'est
épouvantable. Fait qu'on met des petits plats puis des petits pots parce qu'on veut que les gens puissent monter leur propre salade à la maison, là, mais c'est crève-cœur aussi pour ça, là. Fait que, on pense que le prix des trucs pour emporter est moins élevé, mais en fait, c'est autant de boulot sinon plus. Et puis en plus, il y a le pourboire, là, mais ça, c'est une autre histoire. On pourra en parler plus Ouais. tard. Puis Martin, toi, est-ce que t'aimes ça, faire des plats pour emporter? Tu sais, vous avez tous dû changer un peu votre menu aussi, peut-être un peu moins, peut-être un petit peu moins le gourmand, mais quand même, je connais quand même le menu du Pastaga, il y a des choses qui se retrouvent, mais t'as mis aussi beaucoup de choses un petit peu plus, je peux dire, comfort food. Est-ce que t'as eu du plaisir à faire ces nouveaux plats-là ou c'est un mal nécessaire? Ben c'est sûr que quand il y avait encore de la nourriture dans le temps que le restaurant existait, on a passé ça, puis des fois on faisait chauffer, donc on faisait un prêt à manger, tandis que là on s'est retourné vers justement des plats réconfortants comme des mac and cheese, puis tu sais comme il y a une méchante demande là, tu sais, je pensais pas rendre les gens autant heureux en servant un mac and cheese, un risotto qui est pas le truc le plus optimal à réchauffer, ou même des lasagnes, tu sais, ça fonctionne super bien. Puis moi je considère que ma carrière de cuisinier est terminée. Je suis devenu un restaurateur avec le temps. Je suis autant dans l'importation de vin qu'à la plonge au quotidien. Mais comme cuisinier, j'avais un peu laissé tomber ça. Tu sais. Puis là, je me suis remis les mains dedans. Tu sais. On est les 4 partenaires, on fait des fucking lasagnes, puis on a du fun à le faire. Tu sais. Fait que moi, sincèrement, de voir juste une super belle ambiance, tu sais, parce que veut pas, accueillir des clients, c'est avoir beaucoup de staff, c'est avoir des fois des conflits avec les clients, avec le staff, parce que c'est pas vrai que tout est rose tout le temps en restauration, tu sais, évidemment, là, puis les relations humaines, là, en ce moment, ce que je sens, c'est que les gens qui viennent chercher la bouffe sont vraiment contents qu'on soit là pour eux, puis les gens qui sont sur place à travailler avec nous, on a gardé 3 employés, man, ils se sentent tellement privilégiés, ils font partie du quotidien de la gestion de l'entreprise comme ils l'ont jamais fait partie. Fait que moi, je considère que c'est positif. Évidemment, en faisant abstraction du fait qu'il y a des gens qui meurent de ce virus-là, malheureusement. L'idée, c'est de faire en sorte que on a voulu garder la tête hors de l'eau, puis là, on s'est découvert un nouveau modèle d'affaires, puis il y a des chances qu'on se tourne vers ça à l'avenir. Donc, pour vous, pour certains d'entre vous, ça pourrait être un modèle d'affaires qui pourrait être durable. Moi, c'est certain que je n'ouvre pas ma salle à manger avant un maudit bout, pour plusieurs raisons. Tout ce qu'a dit Martin, déjà, mais aussi d'imaginer de devoir garder une distanciation physique de 2 mètres entre les gens, c'est impossible. Et en plus, on va mettre notre staff à risque. Fait que ça, déjà, ça regarde super mal. Je me gâte, la semaine prochaine, je démolis mon bar. J'ai plus de bar. Non. Ouais, je l'enlève. Pourquoi? Parce que je sais que dans les 2 prochaines années, il y a personne qui va venir s'asseoir l'un à côté de l'autre à mon comptoir en parlant à 50 cm de mon barman. Et s'il y en a qui voulaient le faire, mais je vais m'assurer que ça arrive pas. Fait que je l'enlève et ça devient le backstore de notre magasin général. Voilà. Yeah. Fait que, ben, c'est ça, parce que il faut, tu sais, puis je comprends Julien, c'est dur de j'aille ça le mot se réinventer, là, mais c'est parce que faut se trouver du bonheur dans ce qu'on fait aussi. Puis moi, je me suis trouvé vraiment quelque chose de le fun là-dedans parce que j'ai un bail de 10 ans ici, puis on va essayer de rester ouvert, mais je peux pas rester attachée au passé, et puis on va être obligé d'aller gratter ailleurs pour voir ce qu'on peut faire. Martin, tu allais ajouter quelque chose? Non, mais tu sais, j'ai la chance au Pastaga d'avoir beaucoup d'espace. Donc, au Pastaga, on a une salle principale, puis on a une annexe. Fait que, tu sais, admettons qu'on se fait dire, OK, on peut rouvrir à 50% de la capacité avec un 2 mètres de distanciation sociale, on peut mettre du monde en tabarouette là-dedans. Mais j'en ai d'autres places aussi avec Louis-Philippe. On a le cul-sec qui mesure à peu près 1 mètre carré, tu sais. Fait que ça, c'est impossible. On a une crèmerie. Là, il faut qu'on trouve une idée à faire avec ça. On a un kiosque qui est dans un centre d'achat, tu sais, parce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit d'autre. On a une place de coworking, de coworking, c'est le café avec plein de sandwichs, qui est dans un espace où il y a de l'intelligence artificielle. Fait que ces gens-là télétravaillent, tu sais, ça m'étonnerait bien gros qu'ils remettent les pieds là d'ici tôt, tu sais. Fait que nous, on se considère assez choyés d'avoir toute cette possibilité-là de se diversifier, mais est-ce qu'on a envie de se positionner comme étant un restaurant qui va servir des gens dans les prochaines conditions? On va reparler un peu de
comment les restaurants vont se réorganiser. Mais Perle, j'étais curieuse de savoir en région comment ça se passe pour vous parce que vous vivez beaucoup du tourisme. Puis est-ce que les gens en région sont intéressés à avoir du take-out? Est-ce que vous avez assez de clientèle pour ça? Définitivement, puis c'est une clientèle qui est à l'année. Fait que nous, en fait, ça nous permet de ne plus être dépendant de ces 2 mois d'été-là. Parce que ce qu'il faut se dire ici, c'est que les dernières années, c'est qu'on nous demandait de devenir une très grande entreprise pour 2 mois. Fait que c'était tellement difficile de gérer tout ça au niveau de la formation du personnel, l'approvisionnement et tout ça, que c'est une forme de soulagement, disons, de pouvoir espérer qu'on va avoir une offre plus stable dans l'année. Et les gens du coin sont définitivement au rendez-vous, très solidaires, très heureux. Ils ont l'impression qu'on prend soin d'eux, enfin peut-être même. Ils ont l'impression qu'on est à l'écoute d'eux. Et il y a beaucoup de gens aussi qui venaient pas au resto parce qu'ils ont des enfants puis ça leur tentait pas nécessairement. Puis tu sais parce que bon, les enfants sont les bienvenus chez Côté S, mais c'est pas tous les parents qui ont le goût d'amener leurs enfants. Et là, de pouvoir amener du Côté S à la maison, pour eux, c'est enfin pouvoir en profiter davantage. Julien, toi aussi, c'était un peu, tu disais, bon, nous, on était plein tout le temps. Est-ce que tu as dans ta clientèle des gens qui disaient, hey, moi, je l'essayais de réserver depuis 6 mois, j'avais pas de place, enfin, je peux avoir du Harvey à la maison? Oui. Je sais pas, Harvey à la maison, sérieusement, c'est pas Harvey pour moi. Puis je comprends, là, tu sais, encore une fois, là, se réinventer, puis changer le restaurant, mais nous, ça fait même pas 2 ans, tu sais. On a un investissement qui est fait pour le type de restaurant qu'on est, puis c'est pas un moindre investissement, tu sais. Si on décide de faire d'autres choses, tu sais, on a quand même un outil, puis un restaurant qui est fait encore pour du Harvey, tu sais. Donc, c'est un peu crève-cœur, là, puis, tu sais, j'ai pas encore vraiment sérieusement pensé après vraiment un changement drastique de qu'est-ce qu'on va faire. On va attendre déjà, de toute façon, ça change toutes les semaines, hein, les normes et puis tout ce qui se passe puis dans le monde. Fait qu'on va attendre vraiment de savoir c'est quoi la suite avant de se positionner là-dedans. Puis est-ce que vous avez l'impression que cette crise-là a comme mis en lumière des trucs qui marchaient déjà pas vraiment dans le modèle d'affaires de la restauration, que ça soit des marges de profit minimes, les salaires en cuisine très bas par rapport à ceux en salle? Est-ce que vous avez l'impression que ça met un peu en lumière ce qui fonctionnait pas, puis que ça peut nous permettre de trouver d'autres modèles pour que ça fonctionne dans le futur? Une grosse question, mais... Écoute, c'est oui, et on le savait déjà qu'il y avait un gros problème. Ça le met en lumière peut-être que le public va se rendre compte, en fait, de la crise qu'on vivait en restauration depuis déjà un bon moment. Et puis, malheureusement, d'après moi, ce qui va arriver, c'est qu'il y en a énormément qui vont, ils perdent beaucoup de plumes. Donc, tu sais, c'est pas... il y a rien de neuf dans ce qu'on voit là. Il y a rien de nouveau. Moi, j'ai pas appris grand-chose. Je savais pas combien ça coûtait le prix des contenants d'emballage, mais c'est à peu près tout ce que j'ai appris là. C'est une catastrophe. Puis, tu sais, je veux dire, nous, on est 8 employés maintenant. On était 46. On travaille. Moi, je travaille comme je travaillais dans le temps. Là, je suis retournée. Toi, t'es retourné aux cuisines, Martin. Moi, je suis au bureau beaucoup. Puis, gosh. Je sais, moi, je vois pas de solution. Honnêtement, là, ça va être des années pour que ça reprenne. Il y a peut-être des restos comme celui de Julien qui vont tenir dans le modèle d'avant à cause de leur format, mais il y en aura pas 1000 comme ça. Il y en aura une petite quantité qui sont vraiment exceptionnelles, mais je pense pas qu'on va arriver à tous s'en sortir. Moi, une de mes faiblesses, c'était que j'étais très diversifiée, puis c'est devenu ma force. Fait qu'il y a eu comme un changement de paradigme. On s'était dit cette année qu'on allait se concentrer davantage sur certaines choses, puis là, au contraire, ce qu'on pensait délaisser, comme les produits prêts à manger, comme les produits terroirs en bocaux, comme nos événements dans les champs, parce qu'on fait des pique-niques ou que... Bon, on s'était dit cette année qu'on allait davantage se concentrer sur le bistrot et tout ça, puis finalement, ben tout ce qu'on avait mis de côté, c'est ce qui va être le cœur de nos activités cet été. Alors, et malheureusement, c'est pas tout le monde non plus qui a la chance d'avoir un espace aussi polyvalent que le nôtre. On est dans un grand presbytère avec à peu près 5-6 sorties, 3-4 galeries, des galeries qui sont couvertes pour que les gens puissent faire la file et attendre. Donc, les circuits sont possibles et tu sais, j'ai des amis restaurateurs que, ben même
c'est comme Colombe, par exemple, il y a juste une porte pour rentrer, mais il est où le circuit dans ce temps-là, tu sais, mais c'est sûr qu'il y a un peu de hasard dans ça. Malheureusement, il y en a qui pourront pas passer le cap parce qu'ils ne sont pas habilités à avoir cette diversité et cette capacité à s'adapter. Et Gaëlle le disait un peu, elle a déjà commencé à penser à des façons de revoir l'espace dans son restaurant. Tu vas détruire, tu vas changer de place ou enlever le bar. Est-ce que vous aussi, vous avez commencé quand même à voir un peu comment vous allez aménager l'espace? Puis on a vu les dernières semaines, beaucoup en Europe, des panneaux de plastique, des abat-jours de plastique pour que les gens aient mangé au restaurant. Est-ce que les gens vont vraiment vouloir aller manger au restaurant dans ces conditions-là? Poser la question, c'est y répondre. Aller au restaurant, c'est une expérience de proximité. Puis là, on parle d'un type de restauration, évidemment, c'est pas de la restauration fast-food, là. Fait que tu as une proximité avec le serveur, le sommelier, le commis débarrasseur, à la limite, puis dans certains endroits, le cuisinier lui-même, tu sais. Elle est où la proximité possible à partir de maintenant? T'sais, elle n'existera pas. T'sais, donc, il faut absolument, je pense, juste, dans l'idée de s'adapter, il faut juste se sortir ça de la tête. Se sortir de ce qu'on faisait avant, mais plutôt regarder maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Je trouve que c'était le fun ce qu'on faisait, mais tu sais, nous autres, on n'était peut-être plus la saveur du moment. Le Pastaga, ça fait 8 ans et demi que ça existe, tu sais. Puis avant ça, j'ai eu la montée de lait, un restaurant que j'ai eu pendant 7 ans. Fait qu'on peut-tu se dire que ça fait un crise de bout que je sais qu'est-ce qui se passe au niveau de la main-d'œuvre, puis que je peux voir à quel point elle s'affaiblit, tu sais. Malheureusement, avec tous les drames qu'il va y avoir, il va y avoir des points positifs. Ce que ça va faire, c'est que ça va rehausser le calibre des employés. Fait que ça va faire en sorte qu'on va avoir besoin de moins d'employés, puis on va pouvoir mieux les payer. Je pense qu'au final, tout le monde va être capable d'en sortir gagnant, peu importe le modèle d'affaires qu'on va finir par adopter. Je suis un peu pessimiste là pour l'avenir de la restauration, même si c'est un réaliste. C'est vrai que je suis moi 100% d'accord que faire de la restauration avec un masque et des plexiglas, c'est pas le fun, ça sert à rien. C'est plus nous, mais je veux rester confiant. Je veux rester confiant qu'on va encore pouvoir se retrouver entre humains, de pouvoir encore échanger et puis encore pouvoir parler du vin, s'asseoir, échanger des fournisseurs, parce que c'est bien beau, tu sais, donner les choses, que les gens partent à la maison, mais tu sais, si moi j'achète chez Marc Bérubé ou n'importe qui, tu sais, comment tu veux que je transmette qu'est-ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dans le cœur de toute la journée, tu sais, c'est difficile, tu sais, je peux l'écrire sur un papier, lui dire, Marc, depuis 40 ans, il travaille en bio, puis mais tu sais, c'est pas pareil, c'est pas vécu, tu sais, je l'ai pas fait. Fait que je trouve que tu sais, il va manquer de choses. Je suis peut-être, c'est peut-être utopique tout ça là, mais tu sais, je veux quand même y croire, pas juste à mon modèle, hein, je parle au modèle juste de venir au restaurant et se restaurer, plus de prendre et partir chez toi là. Tu sais, parce que tant qu'à faire, on ferme les restaurants puis on va cuisiner, tu sais, on va faire des cours de cuisine ou tu sais, on va avec des masques, je sais pas, mais tu sais, c'est un peu, ça m'attriste en fait d'entendre ça, mais c'est peut-être ça la réalité aussi là. Ben, tu sais, si on veut conserver ce qu'on est, en fait, au niveau de la convivialité, au niveau de la proximité, ben, on devra avoir des assouplissements aussi, tu sais, parce que c'est ça, c'est que là, on demande encore aux restaurateurs de peut-être offrir un service de restaurant qui n'est plus possible, dans des conditions qui sont impossibles, avec zéro plaisir. Fait. C'est sûr que c'est pas dans notre âme, je pense, personne autour de la table en ce moment, de fonctionner dans ces axes-là. Alors, tu sais, il faudra qu'on ait des facilités ou des assouplissements pour nous aider à continuer à donner du bonheur. Donc, même nous, en tant que consommateurs, bon, vous, je comprends que vous avez fait peut-être un certain deuil d'une certaine forme de restauration, en fait, pour plusieurs temps. Mais nous, comme consommateurs aussi, il faut comme faire un peu notre deuil, puis un peu se dire que ça va être vraiment différent, puis comment dire, la restauration sera plus jamais ce qu'elle aura été. Je suis consommateur de restauration aussi, tu sais. Je trippe à aller découvrir ce que les autres font. Mais tu sais, à quel point j'ai envie d'aller. Puis l'Arvie, ça faisait longtemps que je voulais y aller. Côte-Est, je connais moins, je suis désolé. Mais tu sais, aller découvrir des nouvelles places, man, puis savoir pourquoi tout le monde en parle, moi, ça me fait triper, tu sais. Mais là, j'aurais peut-être pas tant envie d'aller m'y mettre. Tu sais, c'est ça qui se passe. Puis je peux comprendre les clients de ne pas avoir envie nécessairement de le vivre. Je peux comprendre les propriétaires de ne pas avoir envie d'exposer leur staff à ça non plus. Puis
Je sais pas. C'est clair que tu l'as dit. Je suis peut-être un peu pessimiste, moi, tu sais, là-dedans. Je l'ai peut-être toujours été, mais je suis surtout réaliste. Puis dans les pistes de solutions, Gaëlle, tu as déjà parlé des camions de cuisine de rue qui pourraient être une solution à pouvoir servir des plats dans une certaine atmosphère et en respectant la distanciation sociale. On est l'été aussi, on va avoir les terrasses. Est-ce que ça, c'est des pistes de solutions, les camions de cuisine de rue et les terrasses? Ben, définitivement. Moi, c'est sûr que j'espère pouvoir servir les gens sur mon terrain parce que j'ai un immense terrain puis que les gens puissent consommer du vin. Parce que moi, j'ai une terrasse de 86 places, mais là, ça fonctionnera pas parce que ce sont des grandes galeries ancestrales qui sont pas larges, donc on pourra pas à la fois asseoir des gens et les gens circuler. Donc, j'espère que à la fois la RACJ et les réglementations municipales seront favorables à un certain assouplissement des règles. Nous, food truckers, Martin, tu sais de quoi je parle, on dépend beaucoup de la météo, puis les terrasses aussi. Fait que, comme solution temporaire, absolument. Je pense que ça va marcher tout l'été. Tout le monde va arriver à tirer son épingle du jeu, ça va aller. On va surtout, s'il fait beau là, s'il pleut tout le temps, on va avoir un problème. Mais rendu à octobre, là, il va avoir, ça va changer. Puis je pense que c'est là que ça va tomber vraiment. Donc en ce moment, oui, de notre côté, on travaille très fort avec la Ville de Montréal pour relancer le projet de cuisine de rue. Il y a déjà des camions qui sont en activité, c'est vraiment le fun. Puis je pense qu'on va avoir des spots de vente dans des endroits très prometteurs, genre des parkings. Pour la première fois, on va prendre des stationnements privés, puis on va peut-être faire des petites installations qui vont être bien nouvelles et différentes, un peu dans le style des drive-thru, là, tu sais, où tu peux, tu sais, comme au McDo, là, quand tu commandes ta bouffe, ben là, on va le faire un peu, mais en mode virtuel et plus délicieux. Donc, on travaille là-dessus, puis peut-être nos premiers vendredis qui étaient quand même, tu sais, c'était la 9e année cette année au Stade olympique avec 50 food trucks qui se retrouvent sur l'esplanade. C'est clair que ça arrivera pas cette année. Mais on est en train de penser à peut-être faire des micros premiers vendredis à plusieurs endroits en même temps. Fait que tu pourrais te retrouver avec un endroit où est-ce qu'il y a 2 ou 3 camions ensemble, mais ça serait, tu sais, mettons sur 10 lieux différents. Donc, ça pourrait être rigolo d'animer comme ça des quartiers un peu résidentiels où il n'y a pas obligatoirement de restaurant. On va aller viser des aires alimentaires surtout pour créer un petit peu d'animation puis de distribuer le bonheur parce que c'est toujours ça le but de l'exercice, hein, c'est d'essayer de rendre les gens heureux puis de leur amener un peu de fraîcheur puis de nouveauté là. Fait que, mais c'est temporaire d'après moi, c'est pas une solution à long terme du tout. Donc, il n'y a personne ici encore, je reviens un peu à mon autre question, qui s'est équipé en plexiglas puis qui est en train de refaire son restaurant là. Non. OK. Non. Et j'ai une question. Bon, là, vous êtes copropriétaire de vos restaurants. Vous avez dû mettre des gens à pied. Vos employés, ils font quoi présentement? Est-ce que il y a tous ces cuisiniers-là qui, pour la plupart, ne pourront pas retourner au travail parce qu'il y a des restaurants aussi, on le sait, ils vont pas réouvrir. Qu'est-ce qui se passe avec vos cuisiniers? Est-ce qu'ils vont aller travailler dans les champs? Ben, nous, à Kamouraska, oui, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est que nos employés sont bénévoles sur des projets maraîchers parce qu'ils ont l'impression aussi que ils continuent à participer à cette belle histoire qui est côté Est à Kamouraska. Donc, oui, mais c'est sûr que il y a des gens qui commencent à trouver le temps long quand même. Tu sais, quand que t'as fait tout ce que tu avais à faire avec ta famille, là, t'es restreint, tu peux pas voyager, voir tous tes amis. C'est sûr que nous, c'est pareil, c'est 75% de nos employés qu'on a mis à pied, donc c'est triste. Les autres, est-ce qu'il y en a qui vous ont parlé, qui voulaient changer de carrière? De notre côté, on est juste 7. Donc, je te dirais qu'en ce moment, on est 3 à travailler. Il y en a 2 autres qui viennent donner des coups de main de temps en temps. Et puis, donc, ça fait 2 autres de plus qui mettons, en profitent, mettons, on peut dire ça, là, en profitent, jusqu'à ce qu'on sache enfin si on réouvre. Mais la grande question, c'est je pense pas qu'on va réouvrir à pleine capacité de staff comme on était avant. Tu sais. C'est sûrement ça. Tu sais. Si tu fais un plus 2, hein, c'est peut-être à 50%, tu pourras pas embaucher tout le monde. Tu sais, c'est la triste réalité. Mais en attendant, nous, on est quand même avec peu de staff, donc ça se passe plutôt bien, je pense, pour tout le monde à réussir à tirer son épingle du jeu ou à trouver de quoi faire pendant ce temps-là.
C'est pas évident non plus pour les serveurs. Bon, les cuisiniers ils peuvent continuer à cuisiner, mais les serveurs ne peuvent plus servir. Ils doivent devenir des vendeurs, des préposés à l'accueil puis des assainisseurs. Donc, c'est pas tout le monde qui veut se convertir non plus. Tantôt, vous avez un peu évoqué les producteurs. Vous êtes liés parce que les producteurs de produits sont, bon, c'est eux qui sont la source de votre approvisionnement. Est-ce que vous vous sentez un peu redevable avec eux du fait que, dans le fond, pour la plupart, vous les faisiez vivre, en tout cas, vous faisiez partie d'une certaine partie de leur chiffre d'affaires? Comment cette relation-là avec les producteurs continue d'évoluer avec la crise? Ben, nous autres, évidemment, quand même, on a la chance de continuer à servir de la nourriture, donc on continue de faire affaire avec nos fournisseurs. Tu sais, puis je veux dire, il n'y a rien de parfait, là. Tu sais, ni pour eux, ni pour moi, ni pour nous. On a vu de l'angoisse aussi par rapport à ce qui se passait avec ces fournisseurs-là. Tu sais, Bleu Marine, admettons, avec qui je travaille, Richard qui nous amène du poisson. Poisson, y a-t-il une matière plus périssable que ça dans la vie, tu sais? Lui, il a paniqué, il s'est viré de bord aussi, il s'est mis à faire des boîtes, de portionner des poissons puis les vendre à ses amis, avoir des nouveaux points de vente. Fait que, tu sais, je pense que les plus intéressants se sont gardés stimulés. On l'a vu aussi de toute façon dans la grande chaîne de l'alimentation, la place que le restaurant prenait dans la grande roue de l'agroalimentaire, juste de voir malheureusement tous les poussins qui ont dû être abattus sans être distribués, tu sais, tout à l'UPA, j'ai mon ancienne belle-sœur qui y travaille, le gaspillage qui se fait au niveau du lait, les abattoirs qui n'arrivent plus à fournir parce qu'il y a eu des cas problèmes dans les abattoirs, donc il y a eu également de la surenchère à plein de niveaux. Fait que je pense que tout le monde a le devoir de trouver une nouvelle façon de faire. Puis je pense que tout le monde trouve le temps long. Ouais, donc vous distribuez du bonheur, mais vous êtes aussi un maillon de l'économie, puis on le voit. Ben nous, en fait, les producteurs sont plus importants que jamais. Il y a vraiment une coalition forte qui s'est créée. Puis ce qu'il y a de beau dans ça, c'est que nous, en fait, comme la demande était très forte l'été, les producteurs n'étaient pas capables de nous fournir. Et là, on achète plus leur hors-saison. C'est déjà mars, avril, mai, mes achats locaux ont quintuplé. Puis cet été, ben, je risque d'avoir moins de touristes, donc ça va être plus stable, donc ça va être plus facilitant pour les producteurs aussi de pouvoir me fournir plus à l'année. Parce que finalement, l'été, je finissais toujours par acheter des produits de grande consommation parce que j'en manquais. Parce que les producteurs, durant les 2 semaines de la construction, ils n'étaient pas capables nécessairement de me fournir. Fait que, là, on dirait que c'est plus équilibré dans le temps. Puis les producteurs, ils se sont accrochés à côté. C'est comme si tout d'un coup, on est devenu encore plus proche, puis plus solidaire. Ça, pour nous, c'est la belle chose, disons. Il y a plusieurs d'entre vous aussi, qui se sont mis à vendre du vin aussi. Martin, effectivement, t'es aussi importateur de vin, mais est-ce que ça vous sauve le cul de vendre du vin au niveau est-ce que au niveau financier, est-ce que ça a son poids dans la balance? Oui et non, tu sais, dans le sens où on achète des vins qu'on importe. Fait que pendant ce temps-là, notre agence de vin ne nous facture pas de frais d'agence. Fait qu'au final, on peut offrir des prix plus bas à la clientèle. Fait que ça devient intéressant pour eux de prendre des bouteilles pour emporter parce que la marge de restaurant pour un client qui a envie d'apporter une bouteille, c'est pas intéressant. Mais là, comme il n'y a pas de service, il n'y a pas de verre, il n'y a pas les connaissances d'un sommelier qui viennent avec cette bouteille-là, ça nous permet d'offrir un super bon prix. Puis ben, les clients, je pense qu'ils en profitent. Puis en ce moment, ce à quoi on assiste, je pense, c'est une espèce de nouvel intérêt pour tout ce qui est vin nature, petits producteurs, importation privée, avec l'idée que même la SAQ, un gros bateau comme ça, réussisse à s'adapter puis à dire on accepte maintenant de faire des caisses panachées. Mais je pense que ce qui va réussir à rendre les gens heureux, c'est justement la possibilité de s'adapter. Maintenant, tu demandais qu'est-ce qu'il faisait le staff? Ben moi, je le vois, ils profitent de ces nouvelles normes-là offertes par la SAQ, puis toutes ces importations-là, ils les boivent dans les parcs. Ça, c'est ce que je pense que notre staff, nous autres, en profitent vraiment. Je le vois sur les réseaux sociaux, là. Gaëlle te pinait de la tête par rapport au vin. Vous importez pas du vin, mais vous en vendez. Puis est-ce que ça le fait dans la balance? En fait, ce qu'on a fait, nous aussi, on vend le vin beaucoup moins cher qu'avant parce qu'on prend une marge beaucoup plus petite, évidemment. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y a un énorme intérêt pour
le vin orange, les petits rosés, les trucs, des vins weird, là. Puis des gens, je pense que tu prends plus facilement le risque d'en acheter un bizarre dont tu es bon et sûr s'il est moins cher aussi. Fait que nous, en fait, mon sommelier, lui, ben, il travaille ici. Il est rendu vendeur, assainisseur, nettoyeur de toilettes, empaqueteur et caviste. Et donc, c'est vraiment le fun parce qu'on a une clientèle récurrente qui vient, qui check notre vin, notre liste de vins qui sort à tous les jeudis. Puis ils viennent tester des nouveaux vins. Fait que c'est vraiment, c'est super intéressant. En fait, tu sais, quand tu as des line-up énormes à la SAQ, ben tu te dis, je vais aller acheter du vin dans le restaurant. Tu sais, c'est quoi le but d'aller acheter de la crap à la SAQ? Ben on va aller. Comment ils disent? Ils viennent nous encourager. C'est gentil. Nous aussi, on les encourage à prendre soin d'eux. C'est ça, vous avez l'opportunité de pouvoir vendre du vin, dans le fond, mais les bars, vos collègues des bars, eux, ont pas cette opportunité-là pour le moment. Est-ce que vous êtes pour que les lois soient un peu assouplies pour que vos collègues qui sont propriétaires de bars puissent aussi tirer leur épingle du jeu? C'est injuste pour le monde des bars en ce moment. Ce qui se passe, ça, c'est officiel pour moi. Là, je veux dire, ils devraient pouvoir vendre pour apporter. C'est pas tout le monde qui peut faire la livraison et qui a une boutique non plus. Fait que nous aussi, on a fait le choix d'encourager davantage les microbrasseries locales puis les vignerons locaux. Puis ça fait partie de notre devoir en ce moment de les soutenir. C'est définitif. Est-ce que vous vous sentez soutenu par le gouvernement par rapport, que ça soit les normes pour l'ouverture? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Moi, personnellement, je nous sens oubliés. Peut-être pas depuis la fameuse annonce de un moment donné, on va être ouvert, parce que tout reste très flou. Mais sérieusement, là, ça va faire 2 mois et demi. Là. 2 mois et demi. Je pense qu'on a fait notre part. Je pense qu'on a tous écouté aussi le gouvernement. Il y en a qui ont fermé avant. Il y en a, tu sais, on a écouté et puis on a fait l'essentiel pendant 2 mois et demi. Il serait peut-être à notre tour maintenant de la restauration là d'ouvrir ou tu sais là les campings, les centres d'achat. Moi, ma frustration elle vient un peu de ça là parce que tu sais tu te promènes puis à Québec, en tout cas mettons oui pardon c'est vrai excusez à Québec. Non mais c'est vrai je fais tout critiquer. Mais tu sais c'est quand tu vois la vie un peu aller autour et puis que dans le restaurant, tu dois être encore confiné et puis avoir aucun contact. Moi, c'est ça qui m'attriste surtout dans les dernières semaines. Mais tu sais, je nous ai sentis oubliés. Et puis, sérieusement, là, si dans les prochaines semaines, pour avoir parlé avec beaucoup de monde, il se passe rien. Là, ça va être la crise de la restauration parce que les terrasses, pour certains, c'est ce qui va faire faire passer en fait l'hiver. Puis s'il y a pas de terrasse, il y aura pas d'hiver pour personne. Je comprends tellement ce que tu dis, Julien, c'est sûr. Puis je pense qu'une ville comme Québec en particulier, puis beaucoup d'endroits à Montréal, ont besoin du tourisme pour vivre. Tu sais, Québec, je pense que oui, c'est une ville de fonctionnaires, on le sait, puis il y a beaucoup de sous, mais elle dépend beaucoup du tourisme. Il y a des endroits qui vont avoir de la difficulté à s'en sortir, puis des places ici à Montréal même qui roulent là depuis des années. On pense à des institutions qui ne dépendent qu'à 95% du tourisme. Tu sais, ça risque d'être encore plus difficile. Fait que dans ce sens-là, pour une fois, de mon existence de chialeur, restaurateur professionnel, là, je trouve qu'on a été appuyé par le gouvernement. Je trouve qu'ils ont été très rapides à réagir, ne fût-ce qu'avec le 40 000 pour aider les entreprises. Puis quand tu regardes le PCU, c'est ce qui garde le sourire d'en face de nos employés ou ex-employés ou futurs ex-employés. Je sais même plus comment les appeler, tu sais. Mais je pense que à ce niveau-là, le gouvernement a vraiment bien fait sa job. Est-ce que là, ça avait l'air assez positif pour vous, mais est-ce que vous y avez pensé à un moment donné, pendant la crise, à juste mettre la clé dans la porte puis dire c'est fini pour moi la restauration, je m'en vais, ciao, bye? Jour 1, j'étais comme fuck that, man. Je vais aller faire de la construction. Je vais faire de l'argent. Je vais être plombier. Électricien.
La première semaine, on attendait de voir si on allait être considéré comme service essentiel. Ce petit bloc-là qui a duré 3-4 jours, là, on attendait les annonces du gouvernement. Là, j'étais comme, c'est la fin du monde pour vrai. Puis c'est ça. Mais oui, solide. Mettre la clé dans la porte, complètement. Et là, maintenant, c'est ça. On va passer au travers au moins de cet été. On verra après. Hein. Martin, on ira faire de la construction ensemble. Je vais manger des tacos chez vous. Je pense que si on n'avait pas eu de dette, personne, peut-être qu'on aurait arrêté. Mais là, on était tous prisonniers aussi de nos processus. Il faut le dire. Là. Ouais. À un moment donné, si tu n'as pas de prêt à payer, tu es complètement libre, tu n'as pas de loyer. Je pense que j'y aurais vraiment pensé. C'était peut-être la belle porte de sortie, mais avec tous les engagements financiers qu'on a de part et d'autre, c'est impossible de pas continuer. Moi, jamais. Jusqu'à date, jamais. Puis je rejoins un peu les engagements. Tu sais, quand t'as 3 mois d'engagement avec des clients qui ont déjà payé, des milliers de certificats cadeaux. Là, non, on n'a jamais pensé à ça. Ou je pourrais dire, peut-être la seule fois où j'ai reçu mon compte de taxes là, à payer, mais sinon, c'est correct. Okay. Pour terminer, quels sont vos rêves les plus fous pour la restauration? Si vous aviez une baguette magique, là, quel rêve vous voudriez réaliser pour la restauration de demain? Moi, ce que je trouve super intéressant et ce qu'on voit maintenant, c'est le fait qu'il va falloir qu'on éduque nos clients. Notre réalité à nous, on la connaît bien, mais après ça, c'est notre clientèle. Puis, dans cette situation-ci, les attentes des clients quand ils viennent au restaurant, c'est quoi? Puis comment est-ce qu'on va faire pour leur faire comprendre qu'eux aussi ont un rôle à jouer là-dedans? J'ai l'impression que l'avenir de la restauration se pose comme ça parce que si les gens sont complètement inconscients et prennent pas soin d'eux ou de nous, on va pas passer au travers. Puis c'est cette collaboration-là que j'aimerais voir évoluer. Les gens viennent au resto en se disant, ils sont entitled, comme on dit. Hein. T'arrives là, je vais te donner mon argent, je sais ce que je veux, je m'attends à des trucs. Puis nous, on va leur mettre des limites en disant, regarde, tu vas te tenir loin de nous, on va mettre nos limites à nous. Voici comment nous allons devoir fonctionner pour arriver à avancer, à survivre, tu sais. Puis j'aimerais ça que les clients embarquent dans ce jeu-là pour qu'après ça, dans 2 ans, on puisse se dire, la restauration a survécu et on a créé un truc nouveau, mais qui fonctionne et qui est durable aussi à long terme. Moi, ce serait enlever la peur des humains qu'ils ont entre eux en ce moment. Enlever toute cette phobie ambiante là, pour qu'on puisse de nouveau se réunir. Là. C'est vraiment ça, là, parce que je pense qu'une fois qu'on aura enlevé ça, on va arriver à retourner dans les restaurants, mais c'est ce que je souhaiterais dans un avenir proche. C'est sûr qu'un coup de baguette magique, puis d'imaginer qu'il n'y en a pas de coronavirus, ça serait vraiment très chouette. Surtout que dans ma famille, il y a des personnes qui sont très à risque. T'sais. Donc, je sais que moi, j'ai peut-être déjà eu même, là, je sais même pas, là, j'ai l'impression que moi, je vais pas en souffrir, mais qu'il y a des gens près de moi qui risquent d'en souffrir si les gens ne sont pas prudents. Gaël, tu as parlé des clients un peu chauds d'ail à la fin d'une soirée et puis qui ont envie de te faire un câlin. Gros merci, tu sais. Moi, je veux dire, ça n'existera plus, tu sais, je suis désolé. Fait qu'un coup de baguette magique, là, ça serait que les gens respectent ces normes-là, évidemment, respectent la vision des restaurateurs. Si la revie rouvre comme avant, tant mieux. Moi, je sais que je n'ai pas nécessairement cette envie-là, tu sais, j'ai envie de développer d'autres choses. J'ai pas dit mon dernier mot au niveau de la restauration, puis j'espère que la clientèle va se montrer encore plus ouverte à découvrir, puis de découvrir avec le sourire. Parce que moi, je m'en rends compte, de plus en plus de restaurants qui ouvrent. Au début, on était parmi les premiers, puis les gens capotaient. Puis là, tous les autres restaurants, puis ils ont tout ouvert à côté. Puis là, les clients sont revenus à leurs anciennes habitudes de chialer, tu sais. Fait que moi, le coup de baguette magique, ça pourrait être ça aussi. D'accepter de la part du client que l'erreur est humaine, qu'on veut les rendre heureux, c'est mon but premier dans la vie, là, mais d'être capable de comprendre que malheureusement, c'est pas toujours parfait, puis ça le sera pas, surtout dans ces circonstances-là. Je suis vraiment d'accord avec vous. Je pense que le client, le consommateur a un grand rôle à jouer dans la conscientisation de tout ce nouvel espace restaurant.
Mais j'aimerais aussi peut-être que le gouvernement soutienne davantage les restaurants indépendants qui soutiennent l'identité culinaire, le patrimoine gourmand. Je pense que il y a toute une part d'histoire et d'avenir et d'identité et d'autonomie alimentaire aussi à développer. Fait que je pense que les restaurants sont des bons outils pour soutenir les pêcheries durables, les maraîchers bio, les transformateurs qui travaillent dans des règles d'art exceptionnelles. Puis je pense qu'on a un rôle important à jouer. Et si le gouvernement nous aide à accomplir ce désir de dynamiser encore plus les produits d'ici, avec Aliments Québec, avec d'autres instances, je pense que ça serait vraiment, vraiment un axe primordial dans l'avenir de la restauration et dans l'avenir de nous, les consommateurs, notre plaisir, continuer à pouvoir profiter du plaisir et même peut-être davantage. Espérons-le, en tout cas. C'est une super belle conclusion. Merci tout le monde d'avoir pris du temps cet après-midi pour en jaser. C'était vraiment intéressant. Puis, on vous souhaite bonne continuation dans tout ça, courage. Puis, on va inviter tout le monde à aller commander dans vos restaurants. Puis, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye.